Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais accueillir Nolwenn Nasri qui est star du UX sur LinkedIn et vous pouvez aussi la retrouver dans sa chaîne YouTube. Elle va nous partager son expérience, son parcours et puis des conseils qu'elle va pouvoir vous donner. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Jessica Trocmé, product designer depuis 2010. Et je vous partage aussi mon expérience au travers de tutos, bon beaucoup sur Figma, de veille techno, mais aussi grâce à mes formations sur Figma que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Sur ce, je vais laisser la place à Nolwenn pour se présenter. Salut Nolwenn! Salut Jessica, ça me fait Et, plaisir de pouvoir parler parce qu'on se connaît depuis longtemps, enfin on se suit depuis longtemps sur les réseaux et et là c'est oui, l'occasion d'échanger, c'est cool. c'est clair. On se met des commentaires, etc. On se voit passer les posts, mais Ouais, c'est pour ça c'est que je me ça. disais que de créer des liens avec toutes les stars un peu de LinkedIn, tu vois, ça pourrait être sympa. Je sais pas si je suis une star du X, ouais, je me suis Oui. autoproclamée, j'avoue. Bah, tu pas mal d'abonnés quand même. Tu as passé les 10 000 abonnés quand même Ouais, sur LinkedIn, donc c'est quand même pas rien. oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, du Ouais, coup, tu veux si que je me tu peux, présente? te présenter? Donc bah, moi j'habite, à côté de Vannes. Ouais. J'ai 32 ans, je vais sur mes 33 maintenant. J'habite avec mon futur mari, très prochainement, et notre fille, de 4 ans. Côté activité pro, je suis UX designer de métier. Je pratique ça en freelance depuis quasiment la sortie d'école, donc depuis, 8 ans et je fais, également pas mal d'autres choses. Tu l'as dit, je suis aussi, formatrice. Donc pas formatrice en école, moi c'est plutôt, volet formation, au freelancing. Donc je forme les UX, juniors à développer leur activité. Donc ça, je le fais à la fois des contenus, gratuits sur les réseaux et des contenus, payants, formation en ligne et mentoring et depuis peu, j'ai relancé, ma deuxième entreprise qui s'appelle Bradipody, où j'organise des séjours haut de gamme. Donc je dis haut de gamme, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est important le haut de gamme, pour les freelances et solopreneurs. OK. Voilà. Est-ce que du coup, tu peux nous dire un peu le parcours, comment tu as fait pour devenir, UX designer, UI designer? Mmh. Ça a été, plutôt école, enfin, j'ai l'impression que du coup, c'était Mmh. parcours scolaire alors? Alors je dirais semi-autodidacte, de base de formation en direction artistique, donc plus orientée branding et créa. Donc j'ai fait 5 ans d'études sur le sujet à l'époque et j'ai l'impression d'être un vieux dinosaure quand je dis ça, mais à l'époque, en tout cas, il y avait pas de formation vraiment, focus UX. Oui, c'était un peu un module web design, dans l'école et voilà, après tu poussais un peu ça, donc c'était un peu les prémices. Donc je me suis un peu formée à partir de mes premières expériences en salariat qui ont été assez courtes, mais où j'ai bien vu qu'il y avait, c'était pas qu'un sujet de branding en fait, puisqu'il y avait de plus en plus, justement de créa sur les supports digitaux, le site web et cetera et donc progressivement, je me suis dit: «OK, mais attends, un site web, c'est quoi? C'est pas que du beau, c'est aussi de l'ergonomie, donc qu'est-ce que» et petit à petit, en fait, j'ai mis le mot aussi UX design, sur tout ça et donc après, j'ai suivi une petite formation, je crois que c'était un mois, au Gobelin sur, la partie UX. Mais sinon, ouais, je suis relativement autodidacte, sur le sujet, donc lecture, formation à droite à gauche, voilà. Donc c'est pas un parcours très linéaire sur le sujet. OK. Du coup, après, tu as été salariée pendant combien de temps? 2 fois 6 mois. Donc Oui. j'ai démarré, je suis sortie de l'école, j'ai fait, une première boîte, où là j'étais un peu là dans un cabinet de recrutement. Donc j'étais chargée de développer l'image à l'international et en France, de ce cabinet de recrutement-là. J'étais un peu un ovni parce que et c'est ce qui m'a fait accepter ce poste, parce que j'avais eu la chance d'avoir plusieurs, propositions d'emploi. C'est que, j'aimais déjà en fait ce côté indépendance et de pas forcément être baignée dans un pool de designers, j'aimais bien être la référente sur le sujet. C'était cool, mais harcèlement sexuel, enfin vraiment des trucs, un peu nazes, quand tu débutes et que tu te prends des remarques hyper sexistes et tout, donc Ouais. Mmh ça mh. m'a un peu dégoûtée. Donc je suis Ouais. partie au bout de 6 mois et deuxième entreprise, dans une agence web où là, donc j'ai beaucoup appris, c'était formateur sur le côté production, de sites web, mais c'était vraiment l'usine, en fait. C'était vraiment il fallait, produire du site, sans vraie réflexion UX derrière. C'est très porté UI, mais du coup, moi, ça me gênait. C'est là où vraiment je me suis dit: «Mais les 2 sont liés, en fait, j'arrive Mmh. pas à me dire que je peux faire que ça». Et pareil, ça s'est aussi mal passé, avec eux et donc j'ai été, en fait, virée, la veille de ma confirmation en CDI.
sans rien savoir. On va dire un vendredi soir, tout le monde était parti, ils m'ont convoqué, ils m'ont dit: «Bah, en fait, ciao, ça va pas, tu es trop jeune pour le poste». Bon, j'ai su que c'était pas ça le problème après. Enfin, j'ai toujours su que je voulais être indépendante, mais quand tu es jeune, donc j'avais 24 ans à l'époque, je sortais d'école, on dit toujours: «Faut quand même se faire la main sur un CDI», Mmh. donc je m'accrochais à ça et en même temps, bah, ils m'ont facilité la tâche parce que je me suis retrouvée sans rien du jour au lendemain, en me disant: «Bah, de toute façon, j'ai rien à perdre, en fait» et c'est comme ça que je me suis lancée, en freelance finalement. OK. Ouais, donc quand même, une expérience, vraiment pas cool, pour commencer, Ouais, quoi. C'est clair. ouais, Et bah, ouais, du c'est coup, clair. tu ouais, c'était une boîte où c'était, très masculin? Il y avait beaucoup de Ouais. gars, ouais. Ouais, ouais, beaucoup de très masculin, très à Mmh. l'ancienne en fait, Ouais. avec, des dirigeants, bah, que des hommes, qui se sentent un peu tout puissants, enfin, Mmh. vraiment j'avais l'impression d'être dans une espèce de série, tu sais, enfin, ouais, c'était hyper malsain comme ambiance, Ouais. et ils profitaient vraiment de la jeunesse aussi des gens et notamment des jeunes femmes, pour, Mmh. pour, asseoir un peu leur pouvoir et parce qu'ils savaient très bien qu'en face on pouvait pas répondre et moi j'avais pas la capacité de leur dire: «Attends, c'est déplacé ce que tu dis». Enfin non, moi je Ouais. m'écrasais donc c'était un peu le mode de fonctionnement et ouais, bon, Mmh. c'est dommage après, c'était pas mon responsable direct qui était comme ça, je le dis souvent parce que si jamais on sait Ouais, pour qui j'ai travaillé, j'ai pas non plus envie de m'attirer des ennuis mais bon, quand tu sais que la hiérarchie haute est comme ça, tu te dis: «Bon, c'est pas forcément sain d'être dans une boîte comme ça». ouais, c'est clair. Donc voilà. Heu, Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de cas comme ça. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, à ce niveau-là. Oui. Ouais. Bah, oui, surtout enfin, moi, je me disais que c'était fini tout ça, enfin, je pensais pas, en Mmh. fait, honnêtement, hein, que Ouais. c'était encore, d'actualité. Quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, de ces histoires-là, il y a quand même plusieurs, personnes qui sont venues me voir en message privé en me disant: «Beh, ça m'arrive encore» et Mmh. là, je trouve ça dingue, quoi. Parce que moi, vraiment, je suis tombée de haut, je me suis dit que c'était vraiment, d'ailleurs, j'ai même pensé à changer de métier, du coup, en me disant, en fait, Ouais. beh, de toute façon, je peux pas bosser comme ça, c'est pas possible, c'est pas Mmh. fait pour moi le monde du travail et ce métier-là, peut-être qu'il faut que je change complètement. Et après, bon, j'ai découvert que c'était pas le métier le problème, mais c'était effectivement, Les personnes. heu, les personnes. Mmh. C'est clair. Ouais, Voilà. l'humain, c'est toujours, compliqué en fonction des personnes avec qui on tombe, ou même sur un projet, sur lequel on pourrait tomber, enfin, des personnes avec qui on pourrait travailler, mais ça arrive quand même moins souvent. Alors, en tout cas, jusqu'à ce type de problème, quoi. En tout cas, Oui. je sais que moi, j'ai jamais eu à ce point-là, Mmh. mais par contre, le fait d'être dans des groupes où c'est majoritairement hommes, après j'ai Mmh. toujours, traîné avec, je fais, bac, S, sciences de l'ingénieur, j'étais la seule fille pour 30 gars, Mmh. je fais licence physique-chimie, donc c'était majorité de gars aussi. Mais Mmh. là, du coup, c'était encore univers, gars, Mmh. quand même pas mal d'hommes. Il y a toujours, bah, voilà, les couverts de blagounettes. Donc Oui, des fois, tu fais: «Hé hé hé». oui, C'est drôle. c'est juste pour rire, voyons. Ah ouais, c'est ça et Ouais. c'est hyper lourd, quoi Ouais, ouais. Non, et c'est ouais. ouais. Donc après en grandissant, en prenant de l'expérience, on arrive à avoir plus de répartie. Mais c'est vrai que Mmh. quand on commence et qu'on est toute jeune et tout, enfin de se prendre ça en pleine face, c'est chaud, quoi. Bah, surtout que tu dis que Ouais, c'est peut-être normal, tu vois? Enfin, c'est ça, en fait, je me suis dit: ouais, «Bah, c'est normal, hein, alors». Enfin, c'est comme ça le monde du travail. Alors donc du ouais, coup, j'ai bien compris. Enfin, heureusement que non. oui, oui, c'est Et s'il clair. y a des personnes qui nous écoutent et qui pensent ça, c'est non, en Non, fait, hein, c'est heureusement. pas ça le monde du Non, travail, c'est pas voilà, comme ça de partout, heureusement, voilà. heureusement. Yes, Il y en a plein carrément. qui ont aussi des bonnes expériences dans des agences, donc Mmh. ne vous inquiétez pas. Mais C'est par contre, ça, si ça exactement, arrive, bah, partez, c'est pas votre faute, quoi. C'est clair. exactement. Après, tu t'es lancé à ton compte alors. Ouais, Comment ça s'est passé? en fait, donc j'ai été virée du jour au lendemain. J'avais quasiment pas de chômage, hein, parce que du coup, j'avais pas assez cotisé. Ah Donc mais en oui. gros, j'avais que un mois j'étais un mois payée par l'employeur parce qu'il mettait fin au contrat comme ça. Mais après, j'avais rien parce que j'avais pas chaque fois, j'étais partie en fait, avant d'avoir, dépassé aussi les confirmations CDI et autres. Oui. Donc bon, je me dis quand même là, j'en peux plus, je vais me prendre une semaine de vacances et je vais aller à Milan. Parce qu'à Milan, j'avais fait un stage à l'époque dans le design, auprès d'une agence qui s'appelle Frog, qui a été rachetée par Capgemini, il y a quelque temps. Super référence, enfin vraiment c'était trop bien ce stage, et bon je me suis fait des potes là-bas donc j'y vais et puis, bah, je passe faire un coucou à l'agence, et à la responsable et elle me dit: «Bah, qu'est-ce que tu deviens?» et je leur dis: «Bah, je sais pas». Enfin j'ai pas dit que j'étais virée mais je dis: «Bah, je là
pense à me lancer à mon compte. Mais j'étais vraiment pas sûre de moi en même temps, hein, ça faisait une semaine que j'étais virée, quoi. Et elle m'a dit: «Bah, écoute, si tu veux te lancer à ton compte, c'est trop bien parce que nous, on a une mission qui va démarrer à Paris et c'est pour AXA, pour refaire tout le site axa.com et on a besoin de quelqu'un qui parle aussi français là-bas, donc ce serait trop bien. Est-ce que ça te dit?» Et en fait, ça a démarré comme ça, quoi. Donc j'ai dit: «Oui», et c'était trop bien parce que, bah, j'ai même pas eu à finalement à chercher. Ça m'a lancée et en plus, j'ai bossé avec eux pendant plus de 2 ans au Ah ouais. final, alors pas temps plein, au début temps plein en tout cas, mais après c'était vraiment donc c'était un puis super référence quoi, en plus avec des gens, très doués dans le milieu du UX/UI, donc trop bien. Voilà, c'est comme ça que j'ai été lancée finalement, donc j'ai eu de la chance, tu vois? Ouais, en plus une super expérience du coup, donc ça c'est top. Carrément, Ouais. ouais. Ouais, je pense que c'est la chance qui est provoquée en même temps parce que j'aurais pu me dire, «Bah, je suis pas sûre de moi, je suis pas sûre de vouloir me lancer à mon compte, donc je vais rien dire». J'ai aussi osé en parler, même si j'étais pas très sûre de moi. Mais après, bon, c'est les planètes qui se sont alignées aussi, ça c'est clair, hein. Ouais. Ben, au final, c'est ça. Le fait de commencer à en parler, c'est vraiment ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Mmh, C'est plus on va parler du coup de ce qu'on fait et ça va rayonner autour de nous et après il y a les choses qui arrivent. Donc on va mmh, appeler ça des fois la chance. Selon les cas, ça peut être de la chance, mais c'est vrai qu'après mmh, c'est vraiment cette loi de l'attraction et donc n'hésitez pas à parler de ce que vous voulez faire, des projets que vous pouvez avoir parce que ça peut mmh, déclencher des choses et mmh. surtout, n'hésitez pas à dire ce que vous faites, et cetera. C'est voilà, comme vous Oui, voyez, oui, non, c'est ça clair. attire Oui, les oui et choses puis à soi. souvent on se rend pas compte, enfin moi c'est vrai que cet aspect réseau, cet aspect oser parler, j'avais pas idée de tout ce que ça pouvait déclencher à chaque fois. Enfin, il y a eu plein de moments comme ça dans ma vie pro aussi où j'en ai parlé et je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe et en fait, il y a des choses qui se débloquent donc faut vraiment pas avoir peur aussi de s'ouvrir. C'est vrai que souvent on dit, «Garde tes idées pour toi» ou je sais pas, enfin, «Attends d'être sûr», Ouais. mais moi, j'ai toujours pris le contre-pied de ça aussi, même de montrer aussi, je sais pas, mes échecs ou enfin, de parler Mmh. de moments où ça n'allait pas, notamment sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes m'ont dit: «Mais comment tu fais pour» enfin, oser parler de ce qui ne va pas aussi. Oui, Mais moi, j'adore parce qu'en fait, ça crée des liens aussi avec les gens et les gens s'y retrouvent. Alors c'est pas forcément une stratégie, hein, c'est vraiment juste un partage et ouais. on s'aperçoit qu'on est aussi connectés d'une certaine façon et puis, bah, enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est chouette aussi de parler un peu de tout ça, quoi. Bah, ouais, les échecs, mais finalement, les échecs font partie de l'apprentissage, en fait. Sans échec, Exactement. il ne se passe rien aussi, donc il C'est ça. faut oser même se lancer et oser échouer, c'est pas grave. Mmh, Il faut le faire. Du moment que vous faites, l'échec fait partie du jeu et c'est ouais. pas grave, du moment qu'on avance, c'est bon. Oui, mais c'est génial d'échouer. Alors c'est vrai que dit comme ça, c'est Oui, alors oui. c sur le coup, c'est pas drôle. Quand Ouais, j'ai été virée du jour au ouais, c'est lendemain, j'ai clair. pas rigolé, hein. J'ai pas Ouais, rigolé du tout. J'ai cru que c'était fini ma vie. Enfin, je me dis: «Qu'est-ce que je vais faire, quoi?» mais au final, c'est souvent source d'apprentissage aussi, et voilà, j'ai raté aussi plein de missions clients. Enfin, j'ai aussi, galéré dans ma prospection après, cette grosse mission, hein, parce que c'est oui, j'avais cette grosse mission, mais après ça me fallait quand même que je trouve d'autres clients à côté. ouais. Donc faut tester aussi, ouais. Bah, justement, je vais rebondir là-dessus. Comment ça se passait après au niveau de la prospection? Comment tu as fait, au fur et à mesure pour gagner, bah, du coup tes clients? Mmh, Parce que du coup, pour tous ceux qui vont se lancer, ça va être, bah, mmh, c'est la question première, c'est, bah, oui, OK, je vais me lancer, mais comment je vais réussir à trouver des clients? Ça a l'air mmh, super compliqué, surtout qu'en plus le marché on ouais, pourrait se dire qu'il est saturé, il y a beaucoup du UX, UI designer un peu dans tous les sens. mmh. Comment faire pour trouver des clients? Donc en parler, c'est ce qu'on se disait. Je pense qu'il y a, un peu ce que j'appelle le cadeau et l'emballage cadeau. Pour moi, le cadeau, c'est nos compétences pures du XUI, mais souvent, en fait, on a tendance à pas penser à l'emballage, qui est la façon dont on se présente, l'aspect vraiment commercial, en fait, discussion, qui vraiment ça n'a rien à voir presque avec notre cœur de métier et c'est comprendre le besoin, appuyer sur les bons leviers, enfin savoir avoir la «tchatche» quelque part entre guillemets. Ça, c'est des compétences qui se développent aussi. C'est comme ça que je pense que j'ai trouvé mes premiers clients. Moi, c'est parce que j'avais ce volet-là. J'étais et je le dis souvent, je suis pas la meilleure, vraiment dans le domaine de l'UX/UI, mais je pense que je j'arrive quand même plutôt bien à essayer de me vendre finalement, en fait, c'est un peu ça, hein, c'est de la vente et du coup, bah, comment trouver ses premiers clients? C'est déjà en se disant c'est pas en faisant, peut-être, des diplômes sur diplômes sur diplômes concernant, le métier en lui-même que c'est comme ça qu'on va trouver les missions. C'est plus essayer de chercher effectivement à comment réussir à faire un bel emballage cadeau qui n'est pas que juste un joli site, hein. C'est vraiment, comment je peux nouer des liens, comment je peux
envoyer des messages de prospection de qualité. Et moi, dans mon cas, ce qui m'a aidé et ce qui m'a permis de trouver des missions après, ça a été de proposer des sessions de conseils gratuits, Mmh. aux startups et PME. Parce que moi, très tôt, après avoir, bossé avec AXA, donc c'était très chouette, mais je me suis dit: «Les grands groupes, c'est pas pour moi». Trop de lenteur, Mmh. enfin, tu pas vraiment d'impact, ça met 10 ans, tu veux changer un bouton, faut que ça passe par le manager et cetera. C'est compliqué. Donc moi, je me suis dit: «Je veux bosser pour les petits». Et en fait, je m'étais dit: «Bah, les petits, je connais pas leurs besoins. Je sais pas vraiment, en fait, c'est quoi concrètement?» Et donc je m'étais dit: «Je vais faire des sessions de conseil pour comprendre quelles questions ils se posent au sujet de l'UX/UI». Et donc bah, je proposais donc à l'époque, c'était sur un groupe qui s'appelait French Startup sur Facebook. Mmh. Et j'avais, balancé comme ça une proposition. Donc pareil, pas un message juste: «Coucou, je donne des conseils gratuits». Donc j'avais quand même bien formulé la chose aussi. Bah, il se trouvait que malgré moi, je me suis aperçue que ça convertissait pas mal sur des missions parce que, bah, je conseillais des gens gratuitement, je donnais un maximum de valeur. Moi, étant donné que c'était gratuit, bah, ça me libérait le côté, il faut absolument que je sois la meilleure, enfin, il faut que je sois dans une démarche de vente. Là, en fait, j'étais «moi-même» entre guillemets parce que je me disais: «Bah, de toute façon, c'est gratuit, donc le gars, il a pas» enfin, je sais pas, ça enlevait un poids. Et du Sans coup, ce qui me pression du coup. permettait d'être ouais, et ce qui me permettait d'être meilleure vendeuse, en fait, finalement, sans le vouloir. Et eux, ils voyaient vraiment la valeur du truc et ils se rendaient compte à la fin que, bah, de toute façon, ils avaient pas la capacité en interne de mettre en application ces conseils. Donc, ben, après derrière, c'était plus facile, enfin, ils pensaient à moi dès qu'ils avaient le besoin ou même juste après en disant: «Mais c'est trop bien, oui, on a besoin de toi finalement». Donc ça a bien marché comme ça. Donc se OK. rapprocher, c'est peut-être un peu mon conseil, mais de se rapprocher, de proposer des sessions de conseil même aux assos ou enfin, c'est déjà s'entraîner en fait à être dans une démarche de conseil parce que c'est ça déjà en entretien de prévente. Enfin, faut déjà délivrer de la valeur en fait et déjà, être dans une démarche d'aide et donc je trouve que ça c'est un bon entraînement. Et donc après ça, au niveau, ouais, au niveau prospection, du coup, c'était plus simple? C'était Comment ça plus s'est passé ouais. par la suite? Bah, ouais, alors je me suis quand même lancée il y a 8 ans. Je pense que le marché était peut-être un poil moins saturé aussi, hein, je sais pas si aujourd'hui, faire un post, sur un groupe Facebook, ça ramènerait autant, mais moi, en tout cas, c'est vrai que ça me ramenait, très vite, presque un post égale un client, quoi. Mmh. Donc en fait, la suite pour moi, ça a été, de savoir dire non parce qu'en fait, du coup, j'ai accepté toutes les propositions. J'ai eu pas que l'UX/UI, hein, j'ai eu des trucs, sur du print, de la mise en Mmh. page, j'ai accepté tout. Une fois que tu as des missions, enfin, tu as peur de manquer une mission aussi. C'est un Mmh. peu le niveau 1 du freelance, mais c'est qu'en fait, tu vas toujours te retrouver à dire oui, à booker, surbooker ton agenda, prendre plusieurs clients en même temps sur les journées et cetera. La tarification, pas folle non plus parce que tu dis: «Oh, je suis junior, je vais quand même pas mettre un TJM, élevé, enfin, donc du coup, tu bosses beaucoup, c'est cool, mais tu bosses «mal» entre Mmh. guillemets. Donc la suite, ça a corrélé aussi avec l'arrivée de ma fille, le fait que je suis tombée enceinte et donc j'ai été obligée de ralentir. Mais j'arrivais déjà donc 2019, donc je pense au bout de j'ai démarré en 2016, donc 3 ans, ouais, d'activité. Il y avait 2 choses qui me posaient problème. La solitude, Mmh. le côté où en fait, du coup, j'étais trop contente d'avoir des clients, mais j'avais zéro enfin, déjà pas une bonne hygiène de vie, je sortais pas, je Ouais. bossais de chez moi, donc en fait je sortais pas, je voyais personne, j'étais à fond dans le taf. J'avais un entourage qui n'était pas freelance, dont mon conjoint Mmh. qui n'était pas freelance non plus, donc en fait, j'avais personne à qui partager mes problématiques et 2, ouais, la fatigue aussi d'enchaîner les missions, sans arrêt. Enfin, c'est cool, je suis mon propre patron, mais j'ai quand même des contraintes à côté et je sais pas gérer mon temps, en fait et du coup, ça déborde sur plein de choses, sur ma vie perso notamment. J'avais vraiment ces 2 trucs-là, mais je savais pas trop par quel bout prendre et donc je suis tombée enceinte, donc ça tombe quelque part, en fait, un peu malgré moi, j'ai pas eu le enfin, j'ai dû ralentir. Mmh. Voilà, j'ai dû Ah, tu étais ralentir. obligée de faire avec en fait et et de Ouais, t'adapter. mais je suis tombée de haut. Je suis tombée de très, très haut. Eh oui. Déjà parce que je m'étais dit: «Bon, quand tu es salarié, je crois que tu t'arrêtes un mois avant, il me semble, ton la date de ton terme», je sais plus, mais il Ouais. y a une espèce d'obligation légale. Bah, Oui. moi, je m'étais dit: «Je vais» voilà, il y a une obligation légale en tant qu'indépendant, mais en vrai, on sait très bien qu'on peut Oui. décider quand même de bosser. Il y a personne qui va venir chez toi et donc moi, je m'étais dit: «Je vais m'arrêter de bosser 15 jours avant la date de mon terme». Donc vraiment à fond, j'avais fait mon record de chiffre d'affaires cette année-là et en fait, sauf que, ben, je me suis arrêtée le vendredi en me disant: «Chouette, j'ai au moins 15 jours avant la date de mon terme», sauf que c'est rigolo, mais un bébé peut arriver avant la date de son terme, ce qui est arrivé le dimanche dans mon cas. Donc en fait, j'ai eu que bah, j'ai pas eu de jour en fait, hein, j'ai eu un week-end de repos et j'ai enchaîné.
et du coup, pas de repos, donc ça, pas bon. Et puis, bah, après, ça coïncide aussi avec l'arrivée du covid parce que ma fille est Ouais. fin janvier 2020, donc dépression postpartum, aussi de mon côté, donc ça a été, très dur. Là aussi, je pourrais dire un échec en quelque sorte, enfin, je sais pas si c'est un échec, mais en tout cas, quelque part, ça m'a appris à me dire, enfin, ça m'a obligée dans la douleur, mais à me dire: «OK, il faut que tu bosses différemment maintenant là. Mmh. Parce que là, tu peux pas, déborder ton temps, tu peux pas accepter tout, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui est plus rentable pour toi? C'est quoi qui te rapporte le plus d'argent? C'est quoi les clients qui demandent pas 1 milliard d'allers-retours sur, «C'est bleu, mais je voudrais vert». Enfin, j'exagère, mais c'était un peu ça. Comment tu peux organiser ton temps, sachant que moi, c'était clair, je ne voulais pas gagner moins. Il y avait vraiment ce truc, je ne veux pas gagner moins, en fait, d'argent, c'est pas possible de rétrograder, tu vois? Dans ma tête. Donc très fatiguée, ma fille n'a pas fait ses nuits avant ses 3 ans, donc bon, clairement, voilà, on pour les Aussi, parents, vous savez. je compatis. Donc je pense que les personnes qui n'ont pas d'enfants, je sais pas s'ils peuvent se rendre compte de ce que c'est le manque de fatigue. Moi, j'ai vraiment enfin, je pense que c'est la pire torture du monde. D'ailleurs, c'est une technique de torture, il faut le savoir, Oui, oui. la privation de sommeil. Mmh. Ça m'a rendue dingue. Mmh. Donc de toute façon, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus bosser pour plusieurs clients à la fois, je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à présenter mon travail, je n'arrivais pas à travailler tout court. Donc à partir de ce constat-là, c'est là où j'ai découvert un peu ce concept qu'on pourrait dire slow freelancing, le slow freelancing, en tout cas comment ralentir les choses, corrélé à je veux pas baisser de chiffre d'affaires. Là, j'ai vraiment dû me poser la question de mes process, de quelle offre je peux proposer pour étaler la mission, déjà, par exemple. Pour quel client je peux me vendre quand même TGM peut-être plus élevé. Donc, dans mon cas, par exemple, c'était pas les startups qui démarraient, pas celles qui sont en phase de création, mais en phase de refonte. Parce que de un, ils comprennent l'intérêt, ils sont arrivés au bout de leur capacité aussi et ils comprennent l'intérêt d'investir. 2, ils lèvent des fonds souvent, donc ils sont en phase d'accélération, donc plus d'argent, prêt à mettre un budget. Donc c'était déjà, voilà, me réorienter sur une cible un peu plus claire et sur l'accompagnement aussi, qui me permettent d'étaler mes jours, en fait et de pas avoir à, prendre plusieurs clients à la fois, et un peu de jouer avec mon planning finalement. C'est un peu ça, c'était un peu ça l'idée et donc là, j'ai découvert je dirais, j'ai passé le niveau 2 du freelance, à savoir, profiter de mon temps, savoir gérer, être capable de dire non à des prospects qui sont pas bons, tout simplement, hein. Mmh. Donc ça, c'est facile à dire, mais c'est pas simple, hein, tu as envie de dire oui de base, hein, surtout quand tu es passionné par ton métier, en fait, finalement, tu te dis: «Ah, c'est chouette, tu peux peut-être faire ça, tu peux peut-être faire ça avec ce client» et puis finalement, non, en fait, il est galère, tu le sens et donc c'est apprendre à dire non. Hem, ouais, voilà, c'est un peu tout ça et du coup, j'en suis arrivée à ce concept de enfin, c'est pas moi qui ai inventé ce concept de slow freelancing, mais en tout cas, je l'ai appliqué en me disant: «Je bosse 3 jours par semaine». Mmh. Dispatcher dans la semaine, c'est un peu comme ça que je le faisais au début pour pouvoir finir plus tôt parce que, bah, ma fille tombait malade comme tout bébé, et donc bah, c'était plus pratique pour moi, de, ouais, de pas avoir 5 jours sur 5 de booker finalement. Mmh. Pouvoir dispatcher Ouais, aussi c'est mon clair. mon temps et là, j'ai découvert un monde merveilleux du coup où je me dis: «Mais ça marche! En fait, je gagne autant, mais en bossant moins». Là, je m'étais dit: «Je bosse 3 jours par semaine, mais peut-être que ce que je peux faire en m'amusant avec mon emploi du temps, c'est, bah, bosser quand même 5 jours sur 5 pendant X temps et puis m'arrêter pendant 4 mois pour faire un Ouais. tour de France à vélo». Et donc voilà, c'est un peu, du coup, j'ai fait un tour de France à vélo l'année dernière, de 4 mois, mais c'est vraiment, je raconte toute l'histoire là, mais je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est vraiment un filon en fait de prise de conscience progressive des choses. Oui, c'est clair, c'est impressionnant et c'est une force ça d'avoir réussi à prendre conscience de tout ça et c'est vrai que les enfants, c'est quand même fou ce que ça nous apporte en termes de prise de conscience par rapport à ça, parce que moi j'ai eu le même type de prise de conscience. Je suis passée à 3 jours par semaine pour de la Mmh. prestation et maintenant je m'axe sur les autres points, pour gagner plus quoi, Mmh. mais du coup effectivement pareil, pas plus de 3 jours de prestations, Mmh. UX UI et Mmh. c'est vrai que ça Mmh. aide beaucoup. Bah, souvent ce qu'on dit d'ailleurs, c'est que, il y en a pas mal qui me disent: «Oui, mais moi je veux pas bosser moins». Quand je leur dis: «Je bosse 3 jours par semaine», notamment les juniors qui veulent se lancer, ils disent: «Mais ça m'intéresse pas de bosser moins en fait, je veux justement bosser 5 jours sur 5, voire même le week-end, parce que j'ai la patate». Mais en fait, moi c'est le fait de m'être dit ça qui m'a permis d'augmenter ma rentabilité. Mmh. C'est-à-dire que là aujourd'hui, je pourrais si je décidais de bosser 5 jours sur 5 de nouveau, hem,
je ferais peut-être 2 fois plus de chiffre d'affaires qu'avant d'avoir expérimenté ce modèle. Parce qu'en fait, je travaille mieux, j'ai des process plus établis, je sais mieux filtrer les clients et cetera. Donc en fait, même pour quelqu'un qui démarrait, qui aurait tendance à se dire: «J'ai pas envie d'être slow», c'est juste réfléchir en mode slow et se dire: «Ça veut dire quoi en fait? Si je veux bosser moins, qu'est-ce que ça veut dire dans mon travail?» Et après, bah, rien n'empêche, de se dire: «Bah, en fait, je bosse, full time». Et du coup, comment tu fais pour trouver, bah, là, les bons clients pour, avec ce type de process? Mmh. C'est un vrai sujet. Alors comment je fais pour trouver les bons clients? Il y a plusieurs choses. Je pense que c'était déjà d'assumer que je pouvais pas tout faire et que j'avais un cœur de métier. C'est-à-dire pour ça que maintenant je dis star du X et pas star du X UI. Enfin, je suis plus UX maintenant, donc c'est plus j'avançais, plus j'assumais aussi ma spécialisation, les refontes, plus les créations. Donc c'est déjà d'être vraiment de plus en plus niché, je dirais. Donc assumer cette expertise-là et en parler dans ce sens-là. Je pense qu'il y a mon personal branding aussi qui a permis d'attirer les bons clients. C'est-à-dire que moi, mon objectif, du coup, c'était pas d'avoir, beaucoup de demandes entrantes, mais c'était d'avoir des demandes entrantes qualifiées. Et qualifiées, pour moi, ça veut dire des personnes qui, du coup, j'ai fait un peu ma liste au Père Noël, quoi, en me disant: «C'est quoi mon client parfait?» C'est celui qui, avec qui ça matcherait aussi en termes de feeling, par exemple. Moi, les personnes ultra corporate et tout, je sais que c'est peut-être pas ma tasse de thé parce que j'ai une façon de parler, enfin, j'aime bien aussi avoir un peu ce ton proche, donc comment je peux les attirer? Bah, en parlant aussi, enfin, en étant moi-même et en montrant mon image, donc c'est être aussi dans la communication un peu moins neutre, en fait. Décider d'être un peu moins neutre et de montrer de ma personne. Donc ça a bien marché et après, un truc qui a bien fonctionné, c'était, le questionnaire de brief. Donc j'ai mis en place un formulaire de prise de brief. Donc dès qu'on me contactait parce que parfois c'était juste un message sur LinkedIn ou un mail: «Coucou», enfin pas coucou, mais «Bonjour, nous sommes intéressés, Oui. nous cherchons un UX designer, pour une refonte». Enfin vraiment court, succinct et puis moi, en fait, avant, c'était, bah, je réponds: «Oui, avec plaisir pour échanger, échangeons» et cetera et tout de suite, bah, je partais sur 3 heures de visio, et en fait, pour me rendre compte qu'ils avaient 200 € de budget, en TJM. Enfin, donc c'est en fait, je me suis dit: «Là, je vais mettre en place un intermédiaire qui est ce formulaire de prise de brief». Je leur demande de faire un petit effort, de remplir ce formulaire de prise donc les demandes qui sont pas sérieuses, enfin, ces gens qui sont pas vraiment sérieux dans leurs demandes, vont pas le faire. Donc moi, ça me permet d'éliminer ça. Ensuite, bah, dans le contenu même de ce formulaire de prise de brief, je pose vraiment des questions très précises, en fait, sur, bah, l'état des lieux, enfin, qui est composé l'équipe, est-ce qu'ils ont déjà fait appel à un UX designer aussi? Parce que Mmh. parfois, si c'est oui, je me dis: «OK, pourquoi ils veulent changer?» parce que parfois, c'est aussi potentiellement que le client, il est galère. Ouais. Donc ça me permet d'avoir plein d'infos comme ça. Je demande aussi le budget, une fourchette de prix, donc tout le monde n'est pas chaud pour, répondre à cette question, donc c'est pas rédhibitoire, mais ça m'aide aussi parfois à orienter et seulement à la suite de ça, là, je prévois une visio d'échange. Donc mine de rien, ça m'a permis vraiment ce formulaire d'avoir des demandes plus qualifiées. Comment ils viennent à toi, en fait, ces prospects? Parce que du coup, tu disais Mmh. montrer, en fait, ta personnalité. Du coup, Mmh. c'était par quel biais? En fait, ils viennent à toi par quel biais, en fait, du coup? Je dirais 3 canaux d'acquisition, notamment. Donc LinkedIn, effectivement, mais LinkedIn, clairement, enfin, je pense que tu dirais la même chose, mais ça prend du temps aussi. Enfin, Mmh. pour quelqu'un qui se lance et qui a, 200 abonnés, je sais pas s'il faut s'attendre à du jour au lendemain à ce qu'il ait, 10 demandes entrantes. Donc malgré tout, moi, maintenant, c'est LinkedIn, mais ça l'était pas au début. Sessions de conseil, de ce dont je parlais, Mmh. donc se rapprocher des incubateurs, des accélérateurs de start-up, Tu le fais ou encore? aller ouais, je le Ouais? fais, alors sur une notamment, j'essaie de, voilà, de me concentrer sur une et je fais une session par trimestre en moyenne. Trimestre, OK. semestre, bah, après ça dépend un peu de comment je suis dispo et j'attends pas de pas être bookée pour, enfin je le fais même quand je suis bookée en fait, parce que c'est là aussi, l'intérêt pour après. Mmh. Donc ça, troisième c'est la BPI. La BPI en fait propose une offre qui s'appelle Diagnostic Design, pour la là c'est un bon plan que je donne là, pour les, comment dire? Pour les startups ou PME aussi qui veulent, justement, se servir de l'expérience d'un designer pour améliorer leur service et donc c'est une petite enveloppe, hein. Franchement, c'est pas grand-chose, Diagnostic Design. C'est une enveloppe de 3 000 € enfin 1 500 € de financement, on va dire ça comme ça. Mmh. Mais en fait, du coup, moi, je suis référencée en tant qu'experte chez eux, chez la BPI, OK. via ce truc-là. Parce que voilà, j'ai accompagné des clients via ce truc-là, donc je suis dans leur annuaire. Parce que les entrepreneurs pensent BPI très, très vite
choper des aides et tout ça. Et donc, bah, ils vont parler à leur conseiller régional et leur conseiller régional vont dire: «Bah, vous savez, il y a une offre diagnostic design qui existe et bah, voilà nos experts, vous cherchez dans la région du Morbihan, bah, voilà, il y a cela». Et donc ça m'a rapporté des fois, quelques missions. Là, mon dernier client, c'est ça et j'en suis à 20 000 € de facturés pour lui, donc c'est pas mal quand même. Ouais, trop C'est bien. quand même un bon filon. OK. Voilà Ah et bah, peut-être si, autre tips d'acquisition, c'est, si vous cherchez des missions longues, moi c'était mon cas pendant un petit moment où je voulais justement expérimenter, d'autres formats, plus le slow freelancing mais en mode, mission longue justement, pour étaler 3 jours par semaine pendant, 6 mois et du coup j'avais été choper des offres d'emploi CDI en proposant du freelancing. Donc je cherchais, ah ouais, des d'accord. offres d'emploi, mais ceux qui acceptent le full remote, en me disant quand même, voilà, c'est peut-être un peu dans les valeurs, c'est un peu la même chose Mmh. et là, c'est du démarchage. Ouais et ces annonces, tu les trouvais où du coup? Sur Welcome to the Jungle, qui est OK. très rapproché de l'univers startup aussi, donc moi, ça m'allait bien dans ma cible aussi. Bah, merci pour ces conseils, ça va Bah en oui, intéresser plein là. je pense, Top conseil là, c'est on a clair. du haut niveau. Et maintenant tu en es où en fait? Est-ce que tu cherches à développer d'autres choses que, juste des prestations en UX? Justement, tu parlais de ton projet, le Mmh, fameux projet, qu'est-ce que c'est? mmh. Yes. Alors oui, donc déjà pour la 1re question, qu'est-ce que je cherche et où est-ce que je vais, maintenant? À la suite donc là, j'avais fait un peu je dirais pas le tour des prestations, mais j'ai expérimenté le slow freelancing, c'est très cool. Enfin, je comprends que je peux jouer avec mon agenda, ce qui m'a permis de partir 4 mois en Tour de France à vélo. Je suis revenue, du coup, en septembre 2023 de ce voyage. Juste avant, de me permettre de me dire: «Je peux partir 4 mois», je m'étais quand même dit: «Tiens, je vais tenter de pas vendre mon temps et d'essayer de vendre un produit et donc de vendre de la formation». Moi, ça m'intéressait aussi alors de voir ce que c'était de pas vendre son temps, parce que moi j'ai toujours été en mode prestation de service. Donc qu'est-ce que ça implique de ne pas vendre son temps? Donc vraiment en mode entrepreneur finalement. Et 2, je recevais tellement de messages sur LinkedIn de personnes qui aussi, se voulaient se lancer, avaient besoin de conseils et cetera. Donc je me suis dit: «Je vais lancer une formation en ligne». Donc là, j'ai lancé une formation en ligne pour aider justement les juniors à se lancer en freelance. Donc vraiment très orienté, vente, prospection, et méthodo d'accompagnement client. Donc pas sur le métier en fait pur UX, il faut déjà Mmh. être, déjà connaître en fait le métier et donc j'ai découvert un monde à base de tunnels de vente, marketing et cetera que je connaissais pas, séquençage de mails, moi tout ça je connaissais pas du tout quoi, donc c'était très intéressant. Mais ça me suffisait pas. Du coup, effectivement je suis revenue et je me suis dit: «Bon là, je dors mieux, ma fille grandit, j'ai plus de temps, plus d'espace, je suis prête à un peu à développer aussi de nouveaux challenges» et donc j'ai relancé. Quand je dis relancer, c'est parce qu'en fait j'avais, je te parlais tout à l'heure de la solitude du freelance, et de ce truc qui pesait de pas pouvoir partager avec d'autres, sachant que mon entourage ne l'était pas et à l'époque, en 2018, j'avais lancé Freelance Travel, où j'organisais aussi des séjours, mais c'était plus orienté coworking. Donc je bookais une villa, on était 10, ça faisait un peu ange de la télé-réalité, mais c'était, 10 freelances qui ne se connaissent pas, qui se réunissent, dans une villa le temps d'une semaine pour coworker. À l'époque, franchement, il n'y en avait pas tant que ça, des gens qui faisaient ça et ça avait cartonné, enfin, ça avait vraiment bien marché. On avait fait en tout cas, moi, j'ai organisé, 10 séjours en l'espace de 2 ans et demi, en plus de mon activité d'UX, donc je comprends aussi maintenant en le disant pourquoi j'étais vraiment KO, mais bon, voilà. C'était avant l'arrivée de ma fille. L'arrivée de ma fille, ce que je disais, recentrer sur ce qui fonctionne le mieux, sur, ce qui est plus facile pour moi, donc j'avais mis sur stop et là, je retourne un peu à mon 1er amour effectivement, ce côté, rassembler les gens, briser la solitude, échanger, en rajoutant la brique de mon métier d'UX designer, d'animation, tu vois? Quand on est UX, on fait de la research, on essaie de faire des ateliers d'idéation, de co-création et cetera. Là, c'est de se servir de ça, de mon expérience de facilitation, en organisant des ateliers d'intelligence collective pour les freelances sur le séjour. Donc c'est vraiment un programme, pas juste, chacun bosse sur son ordi. Là, on est vraiment sur, vraiment créer du lien, en fait, entre les gens et résoudre leurs problématiques D'accord, donc là, chacun arrive avec une problématique et et on vous la résout. utilisez l'intelligence collective comme tu dis? Ouais, codev, Mmh. on appelle ça aussi du codev ou Ouais, du, c'est vrai le codec, ouais. ouais, ouais, c'est plus ça. Hem, mais en fait, il y a vraiment c'est pour ça que je disais haut de gamme aussi au tout début. Pourquoi c'est haut de gamme? Parce que c'est pas juste, on voit sur place ce qui se passe. C'est un peu comme l'UX qui va essayer de reformuler les problématiques en amont, qu'est-ce que vraiment enfin, de quoi on va parler dans les ateliers et donc moi, il y a une vraie étude en amont
de chaque enfin, j'échange vraiment avec chacun sur c'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux? Donc changer de typologie de client, bosser moins, avoir un meilleur équilibre vie pro perso, lancer un produit, je sais pas, renouveler mon activité, structurer une offre, enfin ça peut être plein de choses. Mais là, du coup, c'est moi mon travail que je fais aussi en UX un peu, mais c'est synthétiser toutes ces problématiques-là en amont et me dire: «OK, là, il y a un grand truc qui se dégage, j'ai l'impression qu'il y a un grand sujet, c'est celui-ci qu'on va traiter, le jour J, pendant l'atelier, quoi». OK. C'est sur combien de jours? Enfin, C'est combien sur de temps? 5 jours. D'accord. C'est sur 5 jours, donc je vise toujours des groupes de 10 et du coup, c'est dans des villas, magnifiques. Parce que moi, je crois énormément. Je vois ton fond d'écran, tu vois? Et je me dis: «Attends, enfin, si vous me regardez, c'est quoi qui vend le plus de rêves entre ton fond et mon fond?» Clairement, voilà. Donc et en fait, c'est ça aussi, c'est, de Ouais, le proposer un lieu qui cadre. est inspirant. Mmh mh. Ouais, C'est parce clair. que ça joue aussi sur l'émulation et Oui. sur l'effet waouh. Moi, je l'ai vu, hein. Je l'ai Mmh vu sur mh. mes séjours précédents, quand tu arrives même si tu te connais pas, mais que tu arrives dans un lieu qui est trop beau, je sais pas, il y a un truc, un peu ce côté enfantin où tu es là: «Ah c'est trop bien, ah c'est trop beau et tout» et du coup, tu es dans une énergie positive déjà et je pense que c'est important aussi. Ouais, Exactement. super intéressant. Beau projet, enfin là, c'est en cours, en fait, là? Ouais, bah, en fait, j'avais déjà fait partir du coup 70 freelances, avant d'avoir mis sur pause. Là, je reprends avec un séjour fin mai, et là, l'idée, c'est quand même de ouais, de plus être seule, enfin de vraiment monter une équipe aussi. Donc vraiment projet entrepreneuriat, sur ce volet-là, tout en gardant aussi quand même, mes prestats, du X et mon côté, formation. OK. Dernière question, les 5 erreurs à éviter quand on se lance, en tant que freelance? Est-ce que tu aurais, 5 erreurs qui te viendraient en tête, 5 erreurs à Ouais. éviter? 5 erreurs à éviter, mais tu sais, moi j'aime bien quand on fait des erreurs, c'est ce que je disais, à éviter, mais est-ce que c'est tout est évitable? Hem, non, les 5 erreurs, alors attends, je réfléchis. Je dirais la première, c'est vouloir tout faire. Donc pas se spécialiser, vouloir ouvrir toutes les portes. Parce que du coup, en voulant ouvrir toutes les portes, on parle à tout et n'importe qui et c'est plus dur pour la prospection. Parce que du coup, si tu dis à quelqu'un qui, je sais pas moi, qui est, je sais pas, qui a un site e-commerce et tu dis: «Ah bah, je fais aussi un site vitrine et puis si je fais aussi du print et puis je fais aussi, du motion design». Bah, il va dire: «OK, bon, tu fais tout donc tu voilà, les gens ont besoin un peu de mettre dans des cases donc voilà, pas forcément enfin, là, c'est une erreur, je pense, de chercher à vouloir tout faire. Je pense que la deuxième erreur, bah, c'est de se concentrer que sur son cœur de métier aussi. C'est un peu ce dont on parlait. Se dire que si je ne trouve pas de mission, c'est parce que je ne suis pas assez bonne dans mon métier. Non, c'est potentiellement parce que c'est la vente qui la prospection qui est peut-être plus difficile, donc développer ses compétences là-dessus. La troisième erreur, de pas assez s'entourer. Moi, je me suis pas assez entourée au début. Vraiment, je me suis mis dans ma bulle en me disant: «C'est trop bien, je suis seule», justement, en plus avec Mmh. mes mauvaises expériences en salariat, bah, j'étais trop contente d'être seule, en fait. Sauf que, beh, c'est bien d'échanger donc d'avoir de se constituer un petit pool quoi de mentors ou de gens qui sont dans le même niveau, mais qui voilà 3-4 hein, pas on parle pas de 50 mais au moins avoir des petites personnes clés, ressources comme ça, sur qui s'appuyer. Ça évitera au conjoint, à la conjointe de faire office de voilà, d'oreille. Moi, c'était mon cas, c'était compliqué parfois. Donc ça, c'est cool et puis, 5 c'est beaucoup 5 hein? Est-ce qu'il y a 5 erreurs? Attends, il en manque 2 là, je crois. Hem est-ce que j'ai fait des erreurs, c'en est une, Au mais niveau bon, tarification, peut-être? bah, j'allais dire ça. Alors, côté mauvais client, c'est-à-dire s'embourber continuer dans une mission, c'est compliqué. C'est Ouais. vraiment compliqué. Et du coup, se dire: «Bah, non, mais je vais jusqu'au bout» et puis oui, Mmh. en fait, l'intuition, mais ça se développe avec le temps. Parce que l'intuition, c'est pas juste, «Ah, ça vient là», Mmh. non, c'est l'intuition, c'est parce que ça se base sur des faits. Donc c'est s'écouter et de vraiment parce que quand on s'écoute pas, mais moi ça loupe pas, hein, mais encore encore maintenant des fois je dis: «Allez j'y vais», enfin, alors Mmh. que j'ai cette intuition. Donc voilà, s'écouter davantage, et oser dire stop à des missions vraiment qui vous pourrissent la vie, parce que vous gagnez du temps au final après. Et sur le sujet de tarification, c'est une erreur en même temps, je pense que c'est oui, au début, on se vend pas cher, vraiment pas cher. Je pense que c'est de rester dans une tarification basse. En fait, je pense que c'est ça, je pense mon erreur, c'est que pendant longtemps, j'ai pas augmenté mon TJM, par exemple, en me disant: «Ouais, mais quand même, tu exagères, si j'augmente, j'augmente» et en fait, il y a un moment donné, j'ai ouvert les trucs et je me dis: «Vas-y, allez, 150 € de TJM en plus, on va voir ce que ça donne», hem et en fait, ça passe. Donc je pense, c'est essayer d'aller,
quand on démarre vraiment de 0, OK, mon TGM bas, Mmh. si ça peut permettre de rassurer, à un moment donné, très vite, essayer d'augmenter par palier et pas à se dire: «J'attends 3 ans, 4 ans d'expérience». Non, même au bout d'une première mission, augmenter un petit peu son TJM et y aller progressivement, quoi. Ah, il y a une expression que si tu es à l'aise avec ton prix, c'est que tu es pas assez cher. Ah ouais, Voilà. mais oui et en même temps, c'est vachement dur parce qu'il faut assumer son Ah prix. ouais, c'est Faut ça. assumer le dire et si le prospect voit en face que tu assumes pas, il va en profiter, quoi, pour dire: Ouais. c'est bizarre». Mais si tu es trop à l'aise avec ton prix, c'est que voilà. Ouais, faut se challenger un petit peu, faut se Ouais, challenger. c'est ça. OK, bah, merci beaucoup pour, tous ces super conseils et puis là, ton retour d'expérience qui est énorme. On arrive au bout là, merci beaucoup. Merci à toi. Bon, ben, merci à vous et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis si vous débutez, je fais des formations sur Figma que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Je fais aussi du mentoring et puis d'ailleurs Nolwenn aussi dans la partie freelancing. Donc vous avez de quoi faire, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis bah, du coup, à bientôt Nolwenn. J'espère qu'on aura Bah, merci l'occasion Jessica, de se reparler. Enfin, on carrément. pourra recréer l'occasion de se reparler, ça pourrait être Beh, sympa. oui, Voilà. En oui, oui. Merci à tout toi cas, j'ai pour bien aimé. l'invitation en tout cas. Merci. Allez, on vous dit au revoir, à la prochaine. Salut, ciao. Salut.